Deuxième jour des phases communales du dialogue intermalien, le constat est satisfaisant, l'engouement est visible. Oui, les Maliens échangent autour de l'essentiel dans la convivialité et la fraternité, avec souvent des avis divergents sous fond de tension, mais l'objectif reste commun, trouver un modèle de gouvernance qui convienne à tous. Le président du comité de pilotage était en visite aujourd'hui sur quelques sites qui abritent la rencontre. Sécurité routière, on en parle également dans ce 20h avec ce chiffre qui fait peur et qui invite à tirer la sonnette d'alarme. 689, c'est le nombre de personnes décédées sur la route. En 2023, l'Agence nationale de la sécurité routière interpelle tout un chacun à redoubler de vigilance et de prudence. Dans nos souvenirs, elle fait partie du décor de nos maisons familiales chez nos grands-mères. Elle, c'est la jarre, un récipient confectionné pour contenir en principe de l'eau afin d'étancher la soif de toute la famille. Cependant, elle a tendance à disparaître. On la délaisse au profit d'objets plus modernes comme le réfrigérateur. Et pourtant, elle a toujours toute sa place dans la famille car elle est utile et pleine de sens. Sokona Kamisoko nous en dira plus dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Au deuxième jour du dialogue intermalien, les débats se poursuivent sur les 5 thématiques. Quant au comité de pilotage, principal organisateur de cette rencontre des Maliens, il poursuit sa visite des centres. Ce dimanche, il a sillonné plusieurs communes. Le président du comité, Ousmane Issoufi Maïga, durant sa tournée, se félicite d'avoir trouvé sur place des populations engagées et surtout soucieuses du devenir du pays. Le point de la visite avec Aridjou Matina et Djeli Marandjabati. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, phase communale, deuxième jour des travaux. Le comité de pilotage chargé de la mise en œuvre de la grande concertation descend sur le terrain pour s'imprégner non seulement de l'évolution des travaux, mais aussi encourager les participants pour leur mobilisation. J'ai de très bons sentiments. On a été en commune 5, commune 6, à Kalabankoro, à Kati, à Tienfala, à Gabokro droit, et nous allons aller tout à l'heure à Moribabou. Nous avons rencontré des populations engagées, des populations soucieuses du devenir de leur pays. Nous avons trouvé des populations qui ont engagé des dialogues francs, directs, pour trouver des solutions aux différents problèmes qui assaillent notre pays. Et tout cela tourne autour de la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Et toutes ces populations rurales que nous avons visitées ont un souci commun, la paix. L'objectif du dialogue consiste à restaurer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Occasion pour le président du comité de pilotage, partout où il a été, d'inviter les gens à l'union sacrée. Le message était un message de paix, un message de solidarité, un message de vivre ensemble. Et qu'il est temps que l'ensemble des Maliens acceptent de se donner la main, sans tenir compte des vicissitudes politiques. La phase communale démarrée samedi s'achève ce lundi. Le comité de pilotage à pied d'œuvre invite davantage le peuple malien à s'impliquer pour la réussite du dialogue qui se veut un acte citoyen, patriotique voire républicain. Le président Maïga vient de le dire, des populations engagées qui prennent part activement au débat sur les thématiques dégagées. D'après le constat de notre reporter Youssouf Diakité, les avis sont parfois divergents avec des tensions dans les débats, mais l'objectif reste commun, trouver un modèle de gouvernance qui convienne à l'ensemble du peuple malien. L'équipe de reportage était dans les communes 4, 5 et 6 du district de Bamako. La paix, la cohésion nationale, la sécurité, la défense du territoire, la gouvernance, l'économie durable, le changement climatique et l'emploi des jeunes. Voici les 5 thématiques soumises à la réflexion du peuple malien dans sa globalité. Il s'agit de trouver un point de convergence qui réponde aux aspirations des Maliens en termes de gouvernance et de développement durable. C'est le lieu de saluer l'initiative
de ce dialogue-là qu'il était temps qu'on parle entre nous et de trouver la solution malienne. Il faut qu'on dise toutes les solutions possibles, il n'y a pas de question tabou, pour qu'au sorti de cette assise, on peut avoir au moins quelque chose consensuel qui permettra à notre pays de développer. Une société n'est viable que lorsqu'il y a la paix. Et la paix ne peut être stable dans une nation tant que des conditions de réconciliation nationale et de cohésion sociale ne sont pas réunies. L'importance de notre thématique ici, c'est qu'il faut cultiver la paix à tout prix. Il faut que les Maliens se donnent la main, que les Maliens s'écoutent. Une fois que les Maliens sont unis, toutes les composantes unies, c'est sûr que nous allons trouver une solution, sans exclusif. Je crois que les acteurs ensemble vont réunir les idées et à partir de ces idées-là, le résultat que nous allons sortir de là va nous aider à amoindrir beaucoup de problèmes dans le cadre des élections, dans le cadre de tout ce qui concerne la marche même de l'État. À l'issue du dialogue, disent les participants, un document consensuel doit être disponible qui retrace les directives de la gestion des affaires publiques tant recherchées par le peuple malien. Tous pour un Mali uni et stable. C'est de cela dont il s'agit pour les populations des communes des cercles de Kidal, Anefis, Aguelok et de Tessalit. La mobilisation est générale dans la 8e région, nous disent Sidi El-Medi, Aga Al-Baka et Moussa Togo, nos correspondants sur place. Les assises du dialogue intermalien se poursuivent en 8e région. Les travaux de la phase communale lancés hier ont été marqués par des échanges fructueux et des propositions pour un retour définitif de la paix au Mali, dans les communes du cercle de Kidal et d'Anefif. Je souhaite que tous les enfants du Mali se donnent la main, travaillent ensemble pour l'honneur et la dignité du Mali. Tous les fils de notre pays doivent répondre à cet appel historique, car pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. À Tessalit et à Aguelhok, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation pour l'éveil de conscience et le renforcement du civisme, car aimer le Mali, ce n'est pas se servir du Mali, mais se servir le Mali. Il faut amener les nouveaux citoyens maliens à accepter de souffrir pour l'honneur et la dignité du Mali. L'histoire nous interpelle aujourd'hui, car pour le Mali de nos rêves, nous sommes tenus de changer nos habitudes et nos comportements. Je profite de ce dialogue pour lancer un appel à nos autorités, à toutes les personnes désireuses d'un Mali uni et fort. Les armes de guerre ne doivent être détenues que par les forces de défense et de sécurité du Mali. Nos femmes ont démontré à maintes reprises leur capacité à protéger les personnes et leurs biens. Il faut le dire, le dialogue intermalien adopte une approche inclusive. Ces rencontres favorisent une compréhension claire de ces enjeux dans un esprit du patriotisme qui guide cette démarche collective. À l'instar des autres régions du pays, les travaux du dialogue intermalien phase régionale ont débuté ce 13 avril à Dioula, Douanzan et Setakili. Nos correspondants sur place nous déclarent que la participation est massive et tout le monde participe à ce dialogue. Daniel Fomba, Kassim Diallo, Youssouf Diakité pour les commentaires. Après l'accueil chaleureux et réservé à la délégation, le gouverneur de la région de Douala, Abdallah Faskoy, et son hôte Zoumananji Doumbia ont expliqué à la cinquantaine de participants issus de toutes les couches de la société les raisons de la tenue de ces consultations. Le chef de l'exécutif régional fonde beaucoup d'espoir sur ces assises. J'ai beaucoup d'espoir pour la réussite de ce dialogue au niveau, en tout cas, de l'ensemble de la région et précisément au niveau de Fana, parce que la mobilisation que j'ai observée aujourd'hui et l'engagement des gens par rapport aux questions posées concernant à la réussite, ça laisse croire que les gens, vraiment, ils ont attaché de l'intérêt à cette activité. L'hôte du jour apprécie le bon démarrage de ces activités. Et l'engouement et l'engagement des Maliens à se dire la vérité et à situer les problèmes et à proposer des solutions de sortie de crise nous amène à dire que ce serait de bon augure. Et nous sommes persuadés qu'au sortir de cet exercice,
des propositions concrètes vont être faites pour en tout cas une amélioration des conditions de vie du Mali et que le Mali retrouve la paix, la concorde et l'entente. Après le lancement officiel à Fana, la délégation s'est successivement rendue dans les communes de Zankoulibaly et de Benko. Le gouverneur de la région de Douanza, accompagné d'une délégation, s'est rendu dans toutes les communes de la région. Il s'agissait de s'assurer que les travaux du dialogue intermalien ont démarré dans les 10 communes de la région de Douanza. Nous avons visité la commune urbaine de Douanza et les 10 autres communes délocalisées sur les 15 de Douanza. Après vraiment avoir visité ces communes, il ressort les constats suivants. D'abord, les présidents, vice-présidents et les rapporteurs ont été désignés par consensus comme le règlement intérieur. Et aussi, les travaux ont débuté dans toutes les communes vraiment de la région. À l'issue de cette mission de supervision, le chef de l'exécutif régional s'est dit satisfait de la participation de toutes les couches de la société. Et un autre constat, c'est que vraiment les travaux ont débuté sur de bons auspices, avec une grande ambiance, comme si les Maliens n'attendaient que cette occasion pour venir vraiment parler de leurs problèmes et trouver des solutions. Les participants au dialogue intermalien sont déterminés à mener des débats houlés et francs avec des recommandations qui répondent aux aspirations de la population de Douanza. C'est ce que nous les Maliens attendaient pour qu'on puisse se concerter et réconcilier, et ça peut nous amener un climat d'attente entre nous les Maliens. À travers ces débats, à travers ces dialogues-là, ça peut amener un climat d'attente, une cohésion sociale. Surtout, on peut connaître nos problèmes entre nous. Ça nous permet d'inviter toutes les couches sociales, que ce soit les religieux, les responsables locaux, les représentants des femmes, les représentants des jeunes dans la commune. Donc on se concerte, on a tout dit et on s'est compris. Et ça a été un choix pour tous les Maliens. Et toujours en parlant du dialogue intermalien phase communale, le gouverneur de la région de Kayes nous précise, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara était ce dimanche dans les communes de Awa, Dembaya et de Logo. À Taoudeni, Chirfi Moulay Aïdara nous apprend aussi que cet espace donne l'occasion aux participants d'échanger à bâton rompu afin de proposer des solutions pour un Mali uni et réconcilié. Cette visite du gouverneur et de sa délégation en compagnie des membres missionnaires du comité de pilotage intervient au lendemain du démarrage des travaux du dialogue national intermalien où les participants ont déjà une maîtrise des thématiques du dialogue et surtout du contenu du document élaboré par le comité de pilotage. Nous avons parcouru les 5 thématiques. On était bloqué un moment. 2 minutes, tout est terminé. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le premier point, mais le répondant, le travail a été minutieusement bien fait. C'est accompagné par des supports. Parce que moi, je me demandais combien de communes au niveau du Mali, mais les documents sont fiables. Nous avons exploité les documents. Tous ceux qui ont travaillé dans le cadre du comité de pilotage, on vous remercie très sincèrement de ce que vous avez fait. Le gouverneur de la région de Kayes n'est pas resté indifférent face aux témoignages des différents participants. J'ai été vraiment très satisfait de cette visite par rapport à ce que nous avons vu, notamment la grande mobilisation. Et nous avons pu constater que dans toutes ces 2 salles-là, il y avait plus de monde que prévu. L'effectif était élevé et aussi la représentativité. Nous avons vu que toutes les couches de la société étaient représentées. Les femmes, les jeunes, les vieilles personnes, les notabilités, les religieux, les différentes confessions. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Et aussi l'enthousiasme autour de ce dialogue-là. Et également, la qualité des documents qui ont été mis à la disposition des différentes commissions, qui a été vraiment appréciée. Et ce qui les a permis d'aborder les différentes thématiques avec beaucoup d'aisance. Ça, c'est à l'actif du comité de pilotage qui a bien élaboré le document mis à la disposition des différentes commissions. Les débats continuent dans toutes les communes de Kayes autour des 5 thématiques que sont paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. Le dialogue intermalien bat son plein dans plusieurs communes de la région de Taoudeni, notamment à Arawan,
Tamagounit, Fumul Ulba, Boujbeha et Mbaksemna. Les populations sédentaires et nomades de ces communes ont décidé de se consacrer à ce cadre précieux visant à favoriser la paix, la réconciliation nationale dans un Mali uni. Je reste persuadé qu'à l'issue de ces concertations, le cadre de dialogue intermalien est défini. Les sources de crise sont identifiées. Les conditions de retour des réfugiés et des déplacés sont identifiées. Les conflits sous toutes les formes sont prévenus et mieux gérés. Aujourd'hui, c'est une opportunité de dialoguer ensemble à l'intérieur de notre pays pour vraiment trouver une solution à nos difficultés. Partout, les échanges se déroulent dans la plus grande courtoisie et respect entre les participants qui ont mesuré la nécessité d'un tel dialogue voulu par les autorités de la transition. Il faut que tout le monde participe pour que ça soit inclusif et pour que chacun apporte son petit apport par rapport à la paix pour qu'elle soit nationale, définitive et pour toujours. Nous avons longtemps attendu ce dialogue qui est arrivé à un moment où les Maliens en avaient vraiment besoin. C'est l'occasion pour nous de tout exposer, parler de fond en comble de nos préoccupations. C'est à ce seul prix qu'on pourra avoir le Mali de nos rêves. Nous avons constaté que le nombre fixé, à peu près une cinquantaine, a été dépassé et a même atteint le double. Et les couches constituées par les femmes, les jeunes et les personnes d'un certain âge, avec les responsables locaux, notamment les autorités traditionnelles, les autorités et légitimités traditionnelles, qui étaient là. Alors ce beau mélange nous a mis un baume au cœur et nous a donné une certaine assurance. Ces travaux seront sanctionnés par des propositions entièrement formulées par les participants en vue de contribuer aux prochaines étapes du dialogue prévu dans quelques jours. Et dans des communiqués déposés à la rédaction, le chef général de la tribu, Kel Ansar, et le président du collectif intégrateur des Imouchak et Alliés de la région de Tombouctou invitent les chefs de fractions de village, les chefs religieux, les femmes et les jeunes de leurs tribus respectives à s'impliquer activement au processus du dialogue intermalien en cours. Le secteur de la culture salue et adhère à l'initiative du dialogue prôné par le président de la transition. Ces acteurs sont en conclave à Ségou pour apporter leur contribution au dialogue en cours à travers un Coré Baro spécial dialogue intermalien. La rencontre se tient dans le cadre de la rentrée culturelle 2024-2025 du groupe Coré Art et Culture, envoyé spécial Cheikh Oumar Sangaré à Boukouni. Difficile, voire impossible de dialoguer dans la grande famille Mali sans l'apport du secteur de la culture. Voilà pourquoi le Coré Baro spécial dialogue intermalien figure en bonne place dans les activités de la rentrée culturelle du groupe Coré Art et Culture GCAC. Un forum culturel animé par des sommités du secteur qui sont le maître de la parole Bourama Soumanou et l'entrepreneur Maya Mamou Dafé. Demander au secteur de la culture de s'exprimer, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure appropriation, une meilleure implication, qu'il n'y a pas de tabou et qu'on doit tout dire, je pense que c'est unique. Rien ne vaut la paix. On peut avoir une autre nationalité, on peut avoir un autre passeport, mais jamais on n'aura deux patries. Le Mali, c'est notre patrie. On n'a pas deux patries. Et on n'a pas le choix. On est obligé de se donner la main et de se faire ce Mali que nous souhaitons. Acteurs culturels, jeunes de la société, de surcroît, les étudiants de l'université de Ségou se sont fortement mobilisés pour venir à l'écoute des sages et s'imprégner des vertus de se parler et s'écouter chez l'homme malien. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est le retour à nos valeurs. On se dit, si tu regardes de façon générale, la déperdition des valeurs, aujourd'hui les jeunes, ça va dans tous les sens. On a besoin d'un Mali réconcilié et apaisé et cela passe nécessairement par la jeunesse. La rencontre se veut une contribution au dialogue intermalien qui vient de démarrer. Des recommandations pertinentes formulées par les acteurs culturels comme l'enseignement de nos valeurs sociétales,
inculquer les valeurs de patriotisme à l'homme malien ou une gouvernance vertueuse seront remises au comité de pilotage du dialogue national. La rencontre s'est tenue sous le thème « Dialogue social, facteur de paix, de réconciliation et de cohésion sociale ». Fin de séjour pour la délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, conduite par son président. Ce vendredi 12 avril, elle a eu une séance de travail avec les responsables de la haute autorité de la communication du Mali. Les deux parties ont convenu de la mise en place d'un cadre d'échange permanent devant aboutir à une structure commune de régulation. Je vous propose de suivre ces extraits des allocutions du chef de la délégation burkinabé et du président par intérim de la HAC, Seydou Sissouma, des extraits choisis par Bemba Sibi. Un tel travail requiert naturellement la synergie des intelligences. Je crois qu'aucun organe de régulation n'a à lui tout seul les réponses aux différentes questions que l'évolution des médias pose aux instances de régulation. Mais lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe chez chacun, on trouve dans une sorte de démarche de benchmarking des réponses qui sont trouvées chez le voisin et qui peuvent nous inspirer dans notre démarche et vice-versa. Donc la rencontre des régulateurs est toujours un moment d'enrichissement et nous sommes sûrs que la session de ce matin nous permettra de mieux expliquer ce que fait la haute autorité de la communication du Mali et de recevoir en retour les commentaires et les présentations avisées de nos frères du Faso sur ce que fait le Conseil supérieur de la communication. Nos échanges ont été très fructueux dans la mesure où il y a une harmonie entière sur l'analyse des situations. Déjà, nous avons une mise à niveau qu'on a envisagée. On a vu les points de convergence, les points à rattraper, mais certainement, comme on traverse les mêmes problématiques, on a pris des initiatives pour se retrouver incessamment, probablement dans un réseau des instances de régulation des pays de l'AES, forcément parce qu'on a entièrement un accompagnement nécessaire à faire avec les différents pouvoirs. Et je crois que très bientôt, on verra des dispositions sont prises, par exemple, pour que les conseils des deux pays, par exemple, se tiennent une fois par mois et qu'on partage des informations, qu'on échange sur les approches et les différentes problématiques. Voilà une très bonne avancée en communication. Voyons comment la charte du Liptako Gourma se concrétise sur le terrain. Ensemble, les vecteurs aériens du Mali et du Burkina Faso ont abattu des terroristes ce 13 avril 2024 à Douna et ainsi que les vecteurs aériens nigériens et maliens se sont réunis également pour neutraliser des terroristes à Amalaoulaou et Ourara. Bilan des pick-up et tricycles détruits avec d'importantes quantités de carburant et de munitions. Ici à Bamako également, le gouverneur de la région de Kidala, le général de division Elhaji Gamou, a rencontré ce week-end les cadres ressortissants de Kidal. Objectif recenser les différentes propositions de solutions pour la paix, la cohésion sociale, pour un développement durable de la 8e région. Benoro Fofana nous en parlera probablement au cours de cette édition. Autre grand titre de ce journal, ça porte sur la jarre. Dans nos souvenirs, elle fait partie du décor de nos maisons familiales chez nos grands-mères. La jarre, c'est ce récipient confectionné pour contenir en principe de l'eau afin d'étancher la soif de toute la famille. Cependant, elle a tendance à disparaître. On la délaisse au profit d'objets plus modernes comme le réfrigérateur et pourtant, elle a toujours toute sa place dans la famille car elle est utile et pleine de sens. Et retrouvons Sorona Kamisoko qui nous en dit plus. Dans la famille Dao,
Elle fait partie du patrimoine jalousement réservé. La jarre dont il s'agit sert toujours à la conservation et à la consommation d'eau saine. Au-delà de cette fonction, elle constitue un ciment pour consolider les liens familiaux. La jarre fait partie de nos traditions qu'on doit préserver. Quant au réfrigérateur, il est une invention des Blancs. On retrouve la jarre partout dans notre société. Entre la jarre et moi, c'est une histoire d'héritage. Je l'ai hérité de ma maman. De son vivant, elle avait installé une jarre dans la cour de notre maison. Comme la famille n'est pas loin de l'école fondamentale de Tomingorobougou, à l'heure de la récréation aussi bien qu'à la descente, les enfants venaient boire l'eau de la jarre avant de rentrer à la maison. J'ai pris la relève depuis une trentaine d'années. En revanche, dans la grande famille Camara, la modernité a eu raison de la tradition. Âgé d'une quarantaine d'années, Camara Yaïoulale habite dans cette famille. Ici, l'eau est surtout conservée dans les réfrigérateurs, non pas sans raison. C'est vrai. Avant, c'est l'eau du réfrigérateur qui est consommée chez moi. Auparavant, j'avais une jarre. À ce moment, mes enfants n'avaient pas grandi. Chaque fois que je remplissais ma jarre, le lendemain, je venais trouver que les enfants y ont jeté des saletés. Quand on recevait une personne extérieure et que cette dernière constate cet état de fait, peut penser qu'on est sale. En plus, le monde utilise le même pot pour boire, chose qu'il faut éviter aujourd'hui à cause des maladies. C'est l'hygiène de la jarre qui me préoccupe. Je consomme l'eau du réfrigérateur, mais à vrai dire, c'est l'eau de la jarre que j'aime. Parce qu'au village, c'est ce qu'on consomme. C'est le cas, par exemple, dans notre village où devant chaque famille, il y a une jarre et les gens consomment sans problème. Mais à Bamako, c'est de la méfiance totale. Pour moi, le fait de consommer l'eau de la jarre n'a pas de conséquences, car avant d'y mettre de l'eau, les femmes nettoient bien. Quant à l'utilisation de l'eau du réfrigérateur, elle peut même rendre malade. La jarre, fien en bambara, est un vase généralement fabriqué à base d'argile. Elle est installée sous la véranda ou adossée au tronc d'un arbre dans les concessions. Sa particularité est que tous les membres de la famille y boivent avec le même pot. Quand on dispose d'une jarre à la maison, cela permet de consolider les liens entre les membres de la famille. Tant que les membres d'une même famille ne partagent pas certaines choses, il est très difficile de parler de cohésion sociale. Moi, j'ai un frigo chez moi, mais c'est l'eau de la jarre que je consomme. Quand on installe une jarre devant la porte de sa maison, c'est pour avoir des bénédictions de tous ceux qui s'y désaltèrent de passage. Mais il ne faut jamais laisser la jarre vide. Cela pourrait être source de malédiction. Quand on installe une jarre pour le public, elle consolide les liens. Si une femme souffre intérieurement, il suffit qu'elle boive l'eau de la jarre pour que son cœur soit adouci. Pour maintenir l'eau de la jarre propre à la consommation, le respect des règles d'hygiène est une condition essentielle. Tous les 2 jours, les enfants lavent mes jarres et y mettent de l'eau. Il y a quelques années, c'est moi-même qui le faisais. J'y mettais des produits aromatisants pour rendre agréable l'odeur de l'eau. Si la jarre est bien entretenue, les gens viendront y boire. Preuve, les jeunes qui se réunissaient devant ma porte préféraient l'eau de ma jarre à celle du frigo. Tous les 2 jours, je lave bien ma jarre. Je mets du vétiver. Les membres de ma famille boivent cette eau ainsi que les passants. Au Mali, un trousseau de mariage sans jarre ressemble à une sauce sans sel. Impossible donc d'imaginer une femme se rendre chez son mari sans ce récipient, au regard de la signification profonde qu'elle a dans notre société. La jarre représente beaucoup dans la famille. C'est le symbole de l'union, l'attente et la cohésion sociale.
Cette eau est fraîche et agréable à boire. C'est meilleur que l'eau du frigo. Il y a une grande différence entre les deux. Tu n'attendras jamais que l'eau de jarre a rendu malade quelqu'un. L'eau de jarre, oui, car si le bango est bien cuit, elle garde la fraîcheur. Depuis la nuit des temps, la genre est prisée chez nous. L'eau de la genre adoucit mieux la soif que l'eau du frigo. La genre est prisée grâce à ses bienfaits et beaucoup de personnes le savent. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à continuer à utiliser l'eau de la jarre. Compte tenu de son caractère sacré, la jarre de la nouvelle mariée est installée par une conseillère conjugale. Au défaut, une femme sage et répondant aux conditions établies pourrait s'en charger. N'importe qui ne peut pas installer la jarre de la nouvelle mariée. Une femme hors mariage, divorcée ou celle qui abandonne son foyer ne peut pas le faire, car la protection du nouveau couple en dépend. Si la femme décide d'abandonner momentanément son foyer suite à des disputes, elle peut tout emporter avec elle sans conséquence sauf la jarre. Si elle l'emporte, alors elle ne retournera plus dans ce même foyer. Si la jarre fait partie de notre patrimoine, pourrait-elle encore résister au vent de la modernité et pour combien de temps? On va essayer, Sokola. Merci beaucoup pour ce sujet. Retrouvons Abdoulaye Sako pour nous parler de cet exploit. Les vecteurs aériens du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont abattu des terroristes. Bilan des frappes, des pick-up et tricycles détruits avec d'importantes quantités de carburant et de munitions saisies. Abdoulaye Sako. De refuge autrefois pour les terroristes, la zone des trois frontières se transforme en cimetière des forces du mal. Désormais, les vecteurs aériens des États de l'AIS ne font que les expédier dans l'enfer. C'est ainsi qu'une manœuvre coordonnée entre les vecteurs aériens maliens et burkinabés a permis de neutraliser plusieurs ennemis à Douna le 13 avril 2024. 2 pick-up et un tricycle ont été également détruits avec d'importantes quantités de carburant et de munitions. Ensuite, les vecteurs aériens maliens et nigériens ont fait un featuring dans la zone de Amalaoulaou et Ouarara. Des terroristes qui ont été discrètement suivis ont été neutralisés avec précision à travers 2 frappes chirurgicales. L'état-major général des armées magnifie cette coordination, mettant en lumière l'efficacité des opérations conjointes des forces de l'AIS face aux groupes terroristes. Sécurité routière, on en parle également dans ce 20h avec ce chiffre qui fait peur et qui invite à tirer la sonnette d'alarme. 689, c'est le nombre de personnes décédées sur la route en 2023. Des statistiques annoncées au cours d'un atelier de validation aux acteurs intervenant dans la gestion des accidents de la route. L'Agence nationale de la sécurité routière interpelle tout un chacun à redoubler de vigilance et de prudence. Thiamaro Konaté pour le reportage. Un accident de la route évité de justesse ce jeudi devant la mairie du district de Bamako. Un accident qui pourrait produire des conséquences fâcheuses allant des blessures au pire, en passant par l'endommagement des engins. À la question de savoir les raisons qui justifient la fréquence des accidents de la route, chacun y va de son commentaire. Ce sont les motocyclistes qui provoquent généralement les accidents. On a même peur de céder le passage aux piétons pour la simple raison que les motocyclistes ne sont pas vigilants.
parce que les mototiques le plus beau femme fait. C'est le manque de civisme. Les gens ne respectent pas les codes de la route, quoi. L'indiscipline, si les usagers se disciplinaient, si chacun roulait à la vitesse normale et si on respectait les distances, je crois qu'on va corriger cela. La fréquence des accidents de la route est liée au non-respect du code de la route par les usagers de la route. L'unanimité est donc faite autour du non-respect du code de la route. Cependant, si le nombre d'accidents courant 2023 est inférieur à celui de 2022, le nombre de pertes en vie humaine connaît une légère augmentation. Il est passé de 684 en 2022 à 689 en 2023. Des statistiques contenues dans un document soumis à l'approbation des participants à cet atelier initié par l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière. Ces données nous permettent donc de produire des stratégies fondées sur des résultats, de faire des programmes et des projets d'action, de pouvoir identifier les principaux types d'accidents et leurs emplacements, les diagnostics des causes d'accidents graves. Les statistiques, souligne le directeur général, sont des données servant de levier principal de gestion des accidents de la route. Cependant, précise-t-il, d'autres informations s'avèrent nécessaires à la mise en œuvre de la décennie de sécurité routière. Telles que l'inventaire des routes, les données d'enquête sur les comportements critiques, les données sur les sanctions policières, les données sur le réseau routier et la situation du parc, ainsi que la qualité même du système médical d'intervention d'urgence pour couvrir en fait les 5 piliers de la décennie d'action de la sécurité routière. L'objectif de la stratégie nationale de sécurité routière est de réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50% en le ramenant de 25 tués par 100 000 habitants à 12 tués par 100 000 habitants à l'horizon 2030. Au cours des échanges, les participants devront apporter des amendements pour la validation du document qui sert de référence pour les acteurs dans la gestion des accidents de la route. Amateurs de thé, vous avez enfin un festival. Oui, la première édition du Festival du thé vient de donner son top départ sur l'île au Crocodile 6 à Mayamboko en commune 6 du district de Bamako. L'événement met en avant l'ensemble des commodités et les vertus liées au thé. Les organisateurs veulent promouvoir la paix et l'entente entre les jeunes du Mali à travers cet espace, nous précise Mariam Koulibaly. Le thé, bien que produit importé au Mali, fait partie intégrante du quotidien des Maliens. Il est consommé partout, à tout moment et à tout âge sur le territoire malien. D'où l'intérêt pour ces jeunes d'organiser un festival autour de cette boisson magique. Pour nous, le thé, ça réunit, ça n'a pas de frontières. Le thé n'a pas de race non plus. C'est le thé qui nous réunit en fait sans même le savoir. Donc nous, on veut faire ressentir ce sentiment, ce partage autour d'un événement. Le programme qui dure 3 jours est ponctué des concerts, des expositions et panels en vue de mettre en avant toutes les propriétés liées à ces produits. Le thème retenu est le thé, vecteur de paix et de cohésion. Je suis très fière et très heureuse de voir que la jeunesse malienne de plus en plus prend conscience, s'investit et s'engage dans la construction de notre beau pays et également prend des initiatives fédératrices pour justement faire retrouver les Maliens autour de l'essentiel qui est la paix et la cohésion sociale, toutes choses dont nous avons besoin. Nous avons donné une valeur ajoutée à la consommation du thé, qui n'était pas forcément la même valeur que ceux de l'Orient, de l'Occident. C'est ce qui est la cohésion sociale. En Occident, chacun fait son petit thé et il le boit et puis il passe. Mais ici, quand vous faites le thé, je suis une grande consommatrice. Quand on fait du thé tout seul, on n'est pas satisfait. On veut toujours être avec des gens. L'événement regroupe l'ensemble des acteurs évoluant dans la chaîne du thé, à savoir les importateurs, les revendeurs et les consommateurs. Et voilà que je retrouve l'un des grands amateurs de thé de l'ERTM, Abdul-Karim Kaba, bonsoir. Merci et merci pour le thé de ce soir. Alors, nous allons commencer avec du football. Belle entrée en matière dans la catégorie junior pour les U20
du Mali. Oui, dans cette rencontre amicale, c'est d'abord le Bissau-Guinée qui ouvre le score dès la 18e minute de jeu. Le Mali va égaliser 10 minutes plus tard et s'imposer finalement par 4 buts à 1. Le résumé de cette rencontre, c'est avec Daouda Koné. Opposés à leur homologue bissau-guinéen en amical, les Aiglons du Mali se sont largement imposés 4 buts à 1 ce samedi au stade du 26 mars. Après avoir encaissé un but matinal marqué à la 18e minute par Rivaldo Mendez, Ibrahim Diarra et ses partenaires sonnent la révolte et obtiennent l'égalisation à la 28e minute de jeu. Harouna Traoré est passé par là. Soumaïla Koulibaly et ses protégés doublent la marque 8 minutes après, cette fois sur penalty. Transformé par Draman Diarra, 2 buts à 1, score à la pause. Au retour des vestiaires, le sélectionneur malien fait quelques réaménagements tactiques en faisant rentrer 4 joueurs à vocation offensive. D'ailleurs, 2 d'entre eux lui donnent raison en trouvant le fond des filets. Il s'agit de Mamtou Berté à la 80e minute de jeu. Le 3e but du Mali et Boulaye Koulibaly dans les arrêts de jeu. La rencontre prend fin sur le score de 4 buts à 1. C'était difficile un peu pour moi de rentrer dans le match. Mais au fur et à mesure, je me suis senti bien, donc je rentre et puis on a gagné. Donc on doit travailler plus parce que ce n'est pas la même catégorie. Comme c'est les U20, aussi on va essayer de renforcer un peu, sinon c'est la continuité qu'on a choisie. Et puis voilà, bon, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là, bon, qui répondent vraiment à la technicité et puis l'intensivité des juniors. Et puis voilà, on va profiter de ça et puis voilà, des jeunes talents qu'on a. Et puis voilà, on va essayer de renforcer avec des joueurs un peu costauds et puis voilà, pour tenir choc aussi avec des pays étrangers. Ce match amical international entre dans le cadre des préparatifs du tournoi éliminatoire zone UEFA A, qualificatif pour la CAN U20 qui se tiendra au Libéria du 15 au 30 septembre. Cette rencontre entre donc dans le cadre des préparatifs du tournoi qualificatif zone 2 UEFA A et bien qualificatif également pour la CAN de la catégorie. Abdul Karim Kaba, nous avons une très bonne nouvelle pour le monde sportif. Le stade Mamadou Konaté fait peau neuve. Tout à fait. Eh bien, l'inauguration de l'édifice est prévue pour ce mardi. Donc, après-demain, les travaux ont concerné l'extension de la tribune Soleil, la construction d'une infirmerie, la construction de 2 nouveaux vestiaires, construction des nouveaux bâtiments administratifs, rénovation des terrains football, basketball et handball. Des anciens locaux servant de sièges aux associations ont été réhabilités. Eh bien, la zone de compétition internationale des dortoirs, des salons VVIP et des réalisations sur le terrain de football, et bien des équipements aussi sportifs pour des gymnastiques et fitness. À travers cette réalisation, les autorités de la transition contribuent ainsi au développement de la pratique sportive dans un environnement sain et donc participent au développement de la jeunesse. Rappelons donc l'inauguration c'est mardi à partir de 15h et un match gala opposera donc les équipes U17 et U20. Abdul Karim Kaba, j'espère qu'ils ont aménagé également l'espace presse. Hein? Tout à fait, l'espace presse, et bien, les parkings, tout a été en tout cas renouvelé pour le grand bonheur des sportifs. Ben, on sera là-bas le mardi. C'est tout. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup, mais je vais vous garder avec moi parce que nous allons continuer ce journal pour parler des erreurs médicales. On se penche ce soir sur la problématique au Mali. Des patients sont-ils victimes d'erreurs commises par les spécialistes de la santé? Si oui, que doit-on faire? Quelles dispositions prendre? Quelles sanctions sont prévues par la loi? Autant de questions qui trouvent réponse dans cet entretien signé Khadija Aïdara. Elle a tendu son micro au professeur Adénié Togo, chirurgien au CHU Gabriel Touré. On va parler d'erreur lorsque celui qui pratique les soins ou dans le cadre de son diagnostic, il se trompe. S'il se trompe, c'est une erreur. Mais là, il faut faire attention entre la différence entre une erreur médicale et une faute médicale. Les erreurs médicales qui se produisent dans le cadre du diagnostic, c'est-à-dire à l'examen, à l'interrogatoire ou lors d'un examen de labo, échographie ou tout autre examen complémentaire, on fait des erreurs, on se trompe. Là, c'est une erreur dans le cadre du diagnostic. Et dans les soins également, le diagnostic peut être bon. Dans la mise en œuvre des soins ou dans la planification des soins, le médecin, le praticien ou le pharmacien peut se tromper.
Si on se trompe, par exemple, de posologie des médicaments, de voies d'administration ou de techniques opératoires, de choix de techniques opératoires, en ce moment, là aussi, ça peut être une erreur médicale, mais dans le cadre du soin. Même après tout cela, on peut avoir d'autres erreurs. Même dans le cadre des services funèbres, on peut se tromper de corps. Donner les corps d'une famille à une autre, c'est une erreur. Le plus médiatisé, les erreurs dans le groupe sanguin. Lors du prélèvement, il peut y avoir des erreurs de change d'échantillon ou le problème sur le résultat. Au lieu de transfuser le malade avec le bon groupe, on va le transfuser avec le groupe qui n'est pas celui du malade. Dans notre procédure d'évaluation, d'amélioration de la qualité des soins, tous les services de chirurgie, chaque matin, nous nous réunissons pour voir tous les malades que nous avons opérés. Faire le point, c'était la bonne intervention, telle, et la vérification. Cette procédure de vérification diminue beaucoup la fréquence d'erreur. Voilà, un sujet très intéressant. Justement, votre émission Grain de Midi traitera demain de la thématique portant sur les erreurs médicales avec des témoignages de victimes et de médecins. Émission à suivre à partir de 11h avec Lala Touré et ses chroniqueurs. Enregistré au Conseil national du patronat malien, le magazine au cœur de l'économie, c'est dans les programmes après ce journal. La relance de l'économie malienne, les solutions du secteur privé, c'est le thème de ce numéro, une animation de Sidiki Dambélé et de moi-même, Nyanya Alou Traoré, à retrouver donc après ce journal. Demain, la grande édition sera une présentation de Salima Tandao. On va dire un grand merci à tous nos téléspectateurs de Logo, Awa Dembaya, Kaindi, Fum Ulba, Tamaguni, Arawan, Seto Mali. Bonsoir à tous et merci. Abdul